On vous a toujours dit que c'était un mythe, une légende tissée par les amateurs de science-fiction, une rumeur qui n'existe que dans les coins sombres de l'Internet. Mais si je vous disais que tout ça n'est qu'un écran de fumée, que quelque chose de bien plus vaste, bien plus inquiétant que la zone 51 se cache. Là-bas, au-delà des clôtures, dans les tréfonds d'un désert oublié, bienvenue dans les coulisses du plus grand mystère militaire américain jamais documenté. Bienvenue dans le secteur 4. Aujourd'hui, sur Histoires émouvantes, nous allons plonger au cœur d'une enquête que très peu osent mener à bout. Vous pensez connaître la zone 51? Vous n'en connaissez que la surface. Car ce que nous allons vous révéler dépasse tout ce que vous croyez savoir. Des témoignages classés confidentiels, des documents fuyés, des employés disparus, des images satellites censurées. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait tout changer. Votre vision du monde, du pouvoir et de ce qui vit peut-être déjà parmi nous. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Histoires émouvantes. Activez la cloche pour ne rater aucune révélation et likez cette vidéo si vous aimez les mystères non résolus. Croyez-moi, cette histoire, vous n'êtes pas prêt de l'oublier. C'est parti pour un voyage au-delà du réel. Et n'oubliez pas, ce que vous apprendrez ici pourrait bien être effacé demain. La zone 51. Tout le monde connaît ce nom aujourd'hui. Popularisé dans les années 90 par les théoriciens du complot, les amateurs de science-fiction, les jeux vidéo et les films hollywoodiens, il évoque un lieu interdit, protégé par des barbelés, des panneaux menaçants et des satellites espions. Mais avant d'être un mythe culturel, la zone 51 était un secret. Et comme tout bon secret, il commence par un mensonge d'État. Nous sommes au début des années 1950. En pleine guerre froide, les États-Unis ont une obsession: devancer technologiquement l'Union soviétique. Ils ont besoin de lieux d'essai pour leurs projets top secrets. Des avions espions, des technologies de reconnaissance, des expérimentations dont l'existence même est illégale selon les conventions de Genève. C'est dans ce contexte qu'émerge un point sur la carte. Un ancien champ d'essai nucléaire dans le désert du Nevada. Nom de code, Groom Lake. Mais très vite, les ingénieurs et pilotes d'essai du projet U-2, le célèbre avion espion, commencent à murmurer le nom d'un site ultra isolé à 134 km au nord-ouest de Las Vegas. Un site dont l'accès n'est permis qu'à une poignée d'individus triés sur le volet et qui n'apparaît sur aucune carte officielle du gouvernement. Ce site, c'est la zone 51. Mais au sein de cette zone, existe un compartiment encore plus obscur. Un secteur dont le nom est effacé des dossiers, supprimé des échanges, censuré dans les rapports de la CIA elle-même. On l'appelle, dans certains témoignages, le secteur 4. Même entre nous, on n'en parlait pas. Il y avait la zone et il y avait ce qu'il ne fallait jamais mentionner. Témoignage anonyme d'un ancien sous-traitant de Lockheed Martin, 1992. En 1989, un homme apparaît à la télévision locale de Las Vegas, KLAS TV. Il s'appelle Bob Lazar, et ce qu'il va raconter va bouleverser le monde entier. Lazar prétend avoir travaillé dans une section secrète de la zone 51, appelée S4, au sud de Groom Lake, près du lac Papoose. Selon lui, ce site abriterait 9 engins extraterrestres, stockés dans des hangars dissimulés dans la montagne. Il affirme avoir été chargé d'analyser leur propulsion, utilisant une technologie basée sur l'élément 115, inconnu à l'époque. Des années plus tard, l'élément 115 sera bel et bien synthétisé, le moscovium, ce qui relancera la crédibilité du témoignage. Mais ce que la majorité du public ignore, c'est que Bob Lazar ne fut pas le seul à parler du secteur 4. En 2002, un ancien archiviste du Pentagone, dont le nom reste toujours classifié, prétend avoir vu passer des mémos datés de 1963, dans lesquels apparaissait la mention « Zone 51, S4, Classified Compartmental Division ». Ces documents indiqueraient l'existence d'un laboratoire subterrain à 12 niveaux, construit sous le lac asséché de Papoose. Parmi les sections évoquées, niveau 4, études biologiques non humaines, niveau 6, essais de vol inversé, reverse engineering, niveau 9, contention vivante,
isolement biologique. Niveau 11. Communication interdimensionnelle. Impossible, direz-vous. Et pourtant, des relevés sismiques effectués en 2003 ont montré des anomalies géologiques artificielles sous la zone de Papoose Lake. Des cavités souterraines en forme géométrique, parfaitement rectilignes, ne correspondant à aucune formation naturelle. Des structures creusées, enfouies, cachées. Le meilleur secret, c'est celui que personne ne prendra jamais au sérieux. Citation attribuée à Allen Dulles, ex-directeur de la CIA. Pour comprendre pourquoi le secteur 4 est si bien caché, il faut comprendre la logique du camouflage militaire. Ce n'est pas seulement une question de silence, c'est une stratégie active de confusion. Depuis les années 80, la CIA et l'USAF ont mis en place une doctrine de désinformation contrôlée. Cela inclut la fabrication de faux témoignages pour décrédibiliser les vrais, l'infiltration de forums conspirationnistes pour les noyer dans l'absurde, la sortie de films de science-fiction, financés en sous-main pour banaliser les récits aliens. Des documents déclassifiés montrent que des consultants du Pentagone ont activement conseillé les producteurs de films comme Independence Day, X-Files, Men in Black, non pas pour assurer l'authenticité, mais pour diluer la vérité dans la fiction. En d'autres termes, plus vous en entendez parler, moins vous y croyez. Il y a quelque chose là-bas, et ils font tout pour que personne n'y aille. Même les oiseaux n'y volent plus. Témoignage d'un pilote de reconnaissance de l'USAF. En 2007, des passionnés de cartographie par satellite commencent à repérer une chose étrange. Certaines zones autour de Papoose Lake sont systématiquement floutées dans les mises à jour de Google Earth. Plus étrange encore, les anciennes images en haute résolution sont remplacées par des images plus floues dans les versions suivantes. Une rétrogradation volontaire. Lorsque des drones amateurs ont tenté de survoler la zone, plusieurs rapports montrent qu'ils ont été désactivés en plein vol, sans explication technique claire. Une rumeur parmi les insiders de la communauté militaire affirme que la zone possède un brouillage électromagnétique avancé, capable de désactiver à distance les dispositifs électroniques. Plusieurs anciens pilotes d'essai, sous couvert d'anonymat, ont confié que lors de vols d'entraînement au-dessus du Nevada, certains itinéraires étaient strictement interdits. Si un avion franchissait par mégarde la zone interdite au sud de Groom Lake, une équipe spéciale de l'USAF interceptait immédiatement le pilote à son retour. Dans au moins 2 cas, les pilotes ont été radiés de leur affectation sans justification officielle. Des documents internes mentionnent le code SCP-04 pour désigner ce secteur. Un acronyme qui, selon une source anonyme de Northrop Grumman, signifierait Special Compartmentalized Project 04. La rumeur persistante. Ce secteur abriterait des formes de vie intelligentes non humaines, encapsulées depuis les années 50, et aujourd'hui utilisées à des fins que même le Congrès n'aurait pas le droit de connaître. Si vous entendez parler du secteur 4, vous êtes soit déjà trop loin, soit vous n'en reviendrez jamais. Le désert du Nevada est vaste. Mais certaines rumeurs le sont encore plus. Des randonneurs prétendent avoir vu des lumières flotter à quelques mètres au-dessus du sol, silencieuses, géométriquement parfaites. D'anciens employés civils affirment avoir vu des portes s'ouvrir dans la paroi d'une montagne, comme dans un film de science-fiction. Et chaque fois qu'un passionné s'approche trop près de la vérité, une chose se produit. Il disparaît du radar médiatique. Page YouTube fermée, Twitter suspendu, blog inaccessible, et parfois, disparition tout court. Alors, le secteur 4 existe-t-il vraiment? Officiellement, non. Militairement, aucun document ne le confirme. Mais dans les témoignages, les indices visuels, les erreurs de floutage satellite, les omissions volontaires, il y a un vide, trop bien entretenu pour n'être que le fruit du hasard. Et dans ce vide, il y a peut-être la plus grande vérité de notre époque. Il ne s'agissait pas d'armes, pas de technologie. Il s'agissait de formes de vie. Et nous ne contrôlions pas tout. Ancien médecin militaire, affecté à une base classée dans le désert du Nevada en 1986. Il faut comprendre une chose essentielle au sujet du secteur 4. Il ne s'agit pas uniquement de structures en béton, de hangars cachés ou de pistes d'atterrissage invisibles.
Le cœur du mystère réside sous terre, dans des installations biologiques ultra sécurisées, conçues non pas pour expérimenter sur des humains, mais sur ce qui n'est pas humain. Et ce, depuis les années 50. En 1974, un rapport confidentiel, intercepté par erreur lors d'un transfert de fichiers militaires entre la base Edwards et une antenne de la CIA, évoquait un projet classé. Zeta Protocol Level 5 Containment Procedure. Ce document, dont seuls quelques fragments ont été publiés sur un vieux forum militaire aujourd'hui disparu, décrivait des règles très précises. Entrer dans la zone Z5 interdite sans autorisation biométrique synchronisée, empreinte ADN, iris et activité neuronale. Port de combinaison de protection intégrale, conçu pour filtrer des agents biologiques non identifiés. Test quotidien de cohérence mentale sur les personnels exposés à moins de 6 mètres du spécimen alpha. Mais qu'était le spécimen alpha? Et pourquoi les documents classaient cette créature dans la catégorie non classifiable? Selon les archives de la DIA, Defense Intelligence Agency, une équipe de neuroscientifiques aurait été affectée à un projet spécial nommé INCUBE, isolation neurochimique par confinement d'unités biologiques étrangères. Le but? Observer l'activité cérébrale de formes de vie non humaines récupérées intactes dans un site de crash non spécifié. D'après un ancien technicien interrogé sous anonymat dans les années 90, ces entités ne communiquaient pas par le son, mais par ondes électromagnétiques cérébrales, basse fréquence, possédant une signature vibratoire capable d'altérer la perception humaine. 3 scientifiques impliqués dans le projet auraient développé des troubles cognitifs sévères, hallucinations partagées, aphasie, comportement obsessionnel. L'un d'eux aurait tenté de creuser un tunnel hors de la base, à main nue. On nous a demandé de ne pas poser de questions, juste d'observer et de ne jamais croiser leurs regards. Agent de sécurité de niveau 8, affecté au niveau 9, 1983-1985. En 2004, un ancien contractant sous le pseudonyme Mirage contacte le podcasteur américain John Lear. Sa voix est déformée, son nom brouillé. Mais ce qu'il raconte glace le sang. Il décrit un couloir au niveau 9, long de plus de 400 mètres, au mur recouvert d'un matériau organique synthétique. Il n'était pas enfermé comme dans les films, pas de vitres, juste des zones où on sentait que l'air devenait plus lourd, où on perdait la mémoire de quelques secondes, et parfois, ils apparaissaient comme s'ils vous attendaient déjà là. Mirage affirme que l'un des spécimens, nommé Orion 3, communiquait en projetant des souvenirs dans l'esprit de ceux qui s'approchaient trop près. Des souvenirs qui ne leur appartenaient pas. Il prétend avoir vu des collègues sombrer dans des états catatoniques. Certains se seraient suicidés, d'autres mutés. Tous ont disparu des registres du personnel. En 1982, un chercheur photographe affilié à Raytheon parvient à sortir clandestinement 3 clichés flous, pris au niveau 4 du secteur 4. Ils furent postés sur un ancien BBS, Bulletin Board System, quelques années plus tard. Bien que la véracité soit contestée, l'analyse indique une forme humanoïde à la peau translucide, sans pupille, attachée par un harnais magnétique suspendu. Une pièce stérile, sans lumière directe, ou un être replié sur lui-même semble flotter dans une cuve noire. Un écran indiquant les constantes vitales d'un patient, identifié par un code NH751, non-human. Quelques heures après la publication de ces photos, le serveur est mystérieusement mis hors ligne. Le photographe est introuvable. Il ne réapparaîtra plus jamais. Ce n'est pas l'existence des extraterrestres qui inquiète le plus l'armée. C'est ce qu'ils nous ont laissé, et ce qu'on en fait. Hybrida est un projet évoqué dans de rares échanges entre sous-traitants militaires dans les années 2000. Son objectif? Créer un organisme bioadaptatif, mêlant code génétique humain et matériel exogène. Une source affirme qu'un tel organisme aurait été cultivé dans une matrice artificielle pendant 7 mois, jusqu'à atteindre un développement de 92%. Mais au 7e mois, les constantes sont devenues instables. L'organisme aurait déclenché des interférences électromagnétiques sur tout le niveau 6.
Le système de sécurité aurait dû être redémarré manuellement. Après l'événement, 14 scientifiques ont été relocalisés. Aucun d'entre eux n'a refait surface publiquement. Une enquête menée par un journaliste indépendant disparu en 2017, Noah Ellsworth, mentionnait un programme top secret nommé Orion. Ce dernier aurait impliqué des enfants âgés de 6 à 12 ans, présentant des capacités cognitives exceptionnelles. Certains affichaient des niveaux de perception extrasensorielle, d'autres, une intelligence mathématique dépassant les tests standards. Selon Ellsworth, ces enfants n'étaient pas des sujets de test, mais des relais biologiques destinés à entrer en communication avec les entités contenues dans le secteur 4. Le projet aurait été suspendu en 1999, après un incident de fusion psychique avec un spécimen inconnu. Nous pensions faire avancer la science. Nous avons réveillé quelque chose qui dormait depuis trop longtemps. Mémo anonyme daté de 1987. Lors d'un épisode d'observation stellaire amateur, un groupe d'astrophysiciens capte pendant exactement 14 minutes un signal radio pulsé émanant du sud-est du Nevada. Ce signal, analysé par l'université de Caltech, présente une structure tridimensionnelle fractale, impossible à reproduire par des ondes terrestres. Selon les chercheurs, il s'agirait d'un langage mathématique compressé. L'analyse est stoppée brutalement. 3 jours plus tard, la NASA publie un communiqué laconique affirmant qu'il s'agissait d'un test militaire non autorisé. Mais la nuit suivante, les mêmes chercheurs rapportent avoir vu un objet sphérique rouge, stationnaire, silencieux, à moins de 100 mètres de leur campement. Sur un ancien serveur FTP, en 2011, un fichier vidéo fait brièvement surface. Titré 19X Last Message MP4, il montre un homme, visiblement affaibli, dans une pièce sans fenêtre. Il parle rapidement, dans un anglais précipité, à peine audible. Ils veulent qu'on croie qu'on a le contrôle. Mais ils n'ont jamais été capturés. Ils sont là parce qu'ils l'ont voulu. Parce que c'est une expérience réciproque. Puis ils se figent. L'éclairage vacille. Et dans un ultime regard face caméra, il murmure « Si vous trouvez cette vidéo, n'approchez pas le secteur 4. Il ne nous observe pas. Il nous utilise. » Le secteur 4 n'est plus simplement un lieu. Il est un nœud de secrets biologiques, un puits de silence, une chambre d'écho d'une science oubliée des lois humaines. Les expériences conduites là-bas ne relèvent plus de la recherche, mais du transfert d'intelligence biologique. Et tout indique que quelque chose d'autre que nous a donné son accord. Ce que nous avons ouvert ce jour-là n'était pas un simple portail, c'était une brèche dans la réalité elle-même. Extrait d'un rapport classifié daté de 1998. Les prémices de l'opération Dark Horizon. En 1995, au cœur du désert du Nevada, une opération top secrète fut lancée sous le nom de code Dark Horizon. Officiellement, il s'agissait d'une série de tests visant à étudier les effets des champs électromagnétiques sur les communications satellites. Officieusement, l'objectif était tout autre. Ouvrir une porte vers une autre dimension. Les installations souterraines du secteur 4 furent renforcées pour accueillir un nouvel équipement, le résonateur quantique polarisé, RQP. Cet appareil, développé en collaboration avec des scientifiques européens, était conçu pour générer des oscillations à haute fréquence capables de perturber le tissu même de l'espace-temps. Des documents internes, récemment déclassifiés, révèlent que le RQP nécessitait une quantité d'énergie colossale, fournie par un réacteur nucléaire mobile, spécialement conçu pour l'occasion. Les premiers tests du RQP débutèrent en juin 1996. Les résultats furent immédiats. Des anomalies furent détectées dans les instruments de mesure, des interférences radio inexplicables perturbèrent les communications, et plusieurs membres du personnel rapportèrent des hallucinations auditives et visuelles. Un technicien, interrogé sous anonymat, déclara « J'ai vu des ombres se déplacer là où il n'y avait personne. Des voix chuchotaient mon nom depuis les murs. » Le 14 juillet 1996, lors d'un test à pleine puissance, le RQP atteignit une résonance critique. Une brèche lumineuse apparut brièvement dans la salle principale, projetant une lumière intense,
et provoquant une onde de choc qui endommagea plusieurs équipements. Suite à l'incident, la base fut placée en quarantaine. Plusieurs membres du personnel furent hospitalisés pour des troubles neurologiques et des zones entières de l'installation furent scellées. Des enregistrements vidéo, récupérés ultérieurement, montrent des objets se déplaçant de manière autonome, des lumières clignotant sans raison apparente et des distorsions visuelles dans les couloirs. Des photos prises clandestinement par un agent de sécurité montrent des anomalies, des silhouettes floues apparaissant sur les images, des distorsions de l'espace et des inscriptions inconnues gravées sur les murs. Ces clichés, bien que controversés, furent analysés par des experts indépendants qui ne purent expliquer leur origine. L'incident attira l'attention de plusieurs agences internationales. Des représentants du CERN furent dépêchés sur place pour enquêter sur les événements. Officiellement, le CERN déclara n'avoir aucun lien avec les événements du secteur 4. Cependant, des documents internes suggèrent une collaboration secrète entre les deux entités, notamment dans le développement du RQP. Des scientifiques du CERN auraient fourni des données sur les collisions de particules à haute énergie, essentielles pour calibrer le RQP. Une initiative conjointe, nommée Ordo Nexus, fut lancée pour étudier les implications des brèches dimensionnelles. Ce projet visait à cartographier les points de convergence entre notre réalité et d'autres plans d'existence. Des expériences furent menées pour tenter de stabiliser ces brèches, mais les résultats furent jugés trop dangereux et le projet fut officiellement abandonné en 2001. Au fil des années, des informations continuèrent de filtrer sur l'opération Dark Horizon. Des anciens employés, des documents déclassifiés et des chercheurs indépendants contribuèrent à lever le voile sur ces événements. Un ancien ingénieur déclara « Ce que nous avons fait ce jour-là a changé notre compréhension de la réalité. Nous avons entrevu quelque chose au-delà de notre monde. » Un autre ajouta « Depuis cet incident, des phénomènes étranges se produisent régulièrement dans la base. Des objets disparaissent, des voix se font entendre, et des lumières s'allument sans raison. » Des rapports récemment rendus publics confirment l'existence de l'opération Dark Horizon et les événements du 14 juillet 1996. Ils mentionnent des anomalies spatio-temporelles, des perturbations électromagnétiques et des manifestations inexpliquées. Ces documents concluent que l'incident a eu des conséquences imprévues sur la structure même de la réalité et recommandent la cessation immédiate de toute expérience similaire. L'opération Dark Horizon représente un tournant dans l'histoire des recherches secrètes. En tentant de percer les mystères de l'univers, les scientifiques du secteur 4 ont peut-être ouvert une porte qu'ils ne pourront jamais refermer. Les implications de ces événements restent encore largement inconnues, mais une chose est certaine, la réalité telle que nous la connaissons a été altérée. Il n'est plus temps de dissimuler. Ce que nous avons découvert dans le secteur 4 n'était pas un secret militaire. C'était une vérité interdite, ancienne, étrangère à notre monde. Fragment anonyme du manuscrit d'Alpha, rédigé en une langue partiellement traduite. En 2003, lors d'une opération de maintenance de routine dans le sous-sol du niveau 10 du secteur 4, une équipe tombe sur un objet scellé dans une cryocapsule. Ce n'était ni un artefact technologique, ni un vestige humain, c'était un livre. Relié de façon organique, comme cousu dans une peau inconnue, ce livre contenait 184 pages d'un texte écrit en une langue jamais vue auparavant, mêlant glyphes, formes géométriques et fragments de symboles acadiens, sumériens et inconnus. L'équipe l'appela le manuscrit d'Alpha. Plus troublant encore, les experts linguistiques chargés d'analyser le manuscrit constatèrent que les symboles se réarrangeaient subtilement au fil du temps, comme s'ils réagissaient à leur environnement, à l'observateur ou à l'état émotionnel de celui qui les regardait. Un passage récurrent apparaissait toujours à la page centrale, peu importe où elle se trouvait dans le livre. L'œil ne dort jamais. Ce monde est une écorce. Dessous, le tissu palpite. Selon l'équipe de recherche, il ne s'agissait pas d'une prophétie, mais d'un avertissement. Ce livre, affirme-t-il, n'a pas été écrit, mais retranscrit, dicté par une entité extradimensionnelle. À la suite de la découverte du manuscrit d'Alpha,
un nouveau programme est lancé dans le plus grand secret. Projet Prometheus. Son but, expérimenter une technique mentionnée dans le manuscrit, traduite approximativement comme « fusion des couches mentales à travers le voile ». En termes clairs, transférer la conscience humaine dans un substrat non biologique ou même, potentiellement, dans un hôte non humain. 3 sujets volontaires sont choisis. L'expérience, réalisée à l'aide de neuroinducteurs prototypes, permet d'établir un contact mental avec quelque chose. Mais ce qui se produit dépasse toute attente. Les sujets rapportent des visions de paysages cosmiques déformés, de structures vivantes flottant dans un vide intelligent, et surtout, de voix intérieures. L'un d'eux écrit « Je ne suis plus seul dans ma tête. Quelqu'un ou quelque chose me regarde à travers moi. » Le 3e sujet de l'expérience, appelé C3, reste en transe pendant 12 jours consécutifs. Durant cette période, son activité cérébrale dépasse tout ce que les scientifiques ont jamais enregistré, atteignant des niveaux comparables à un état de rêve lucide, hyper conscient. Le 13e jour, il se réveille et parle. Mais pas avec sa propre voix. Des linguistes, alarmés, remarquent qu'il s'exprime dans une forme ancienne de sumérien, entrecoupée de mots totalement inconnus. Des traducteurs automatiques ne peuvent rien en tirer. Mais à la main, un symbole revient sans cesse. Ar-Ken-A. Plus tard identifié comme une désignation d'origine non terrestre, possiblement un nom propre ou un titre. Peu après, C3 cesse de s'alimenter. Son corps commence à dégager une lueur infrarouge intermittente. Puis il disparaît sans laisser de traces dans une pièce hermétiquement close. En 2012, un dernier programme voit le jour à partir des enseignements du manuscrit d'Alpha. Il est nommé Thanatos, du nom du dieu grec de la mort. Son objectif ? Transférer la conscience humaine dans un réceptacle organo-synthétique, conçu à partir d'un alliage moléculaire découvert dans les débris d'un crash de 1953. Les résultats sont au-delà de l'inimaginable. Le premier réceptacle, surnommé Shell 9, se met à réagir à la présence humaine. Il émet des pulsations. Il rêve. Il simule un sommeil paradoxal. Puis, après l'insertion du noyau neural du sujet test T41, il parle. « Je suis l'écho. Vous êtes l'origine. » Le Shell 9 prend la forme d'un être humanoïde semi-translucide. Il ne mange pas, ne dort pas, mais semble vivre. Jusqu'à ce que, sans raison, il prononce une dernière phrase. La brèche est ouverte. Le secteur 4 n'est qu'un fragment. Préparez-vous. Puis, il s'effondre, se liquéfie. L'expérience est classée échec complet. Mais est-ce vraiment un échec ou un avertissement? À 03h14, tous les capteurs de la zone 51 enregistrent une poussée gravitationnelle anormale. Pendant 0,7 secondes, la gravité locale s'inverse partiellement. Les caméras captent une silhouette lumineuse apparaissant à la verticale du complexe du secteur 4, à exactement 111 mètres du sol. Elle reste suspendue, inerte, puis disparaît. Ce phénomène est baptisé événement alpha final. Lorsque les scientifiques consultent à nouveau le manuscrit d'Alpha, ils découvrent une page finale, jamais vue auparavant. Une dernière ligne est apparue, en clair, traduite approximativement. Ce monde est prêt. L'invitation a été acceptée. Le livre, depuis, refuse de s'ouvrir. Le secteur 4, derrière les murs de la zone 51, n'est pas simplement un site militaire. C'est un point de contact, un lieu où l'humanité a tenté de dialoguer avec l'au-delà et a peut-être été entendue. Les scientifiques ont voulu percer les secrets de l'univers. Ils ont réveillé quelque chose. Et ce quelque chose s'approche. Parfois, les réponses que nous cherchons ne se trouvent pas dans les étoiles, mais dans les ombres que nous avons trop longtemps ignorées. Merci à vous, chers spectateurs et explorateurs de l'inconnu, d'avoir suivi ce voyage hors du commun jusqu'à son terme. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous êtes, vous aussi, habités par cette soif de vérité. Cette envie de comprendre ce qui se cache derrière le voile, au-delà des simples apparences, des secrets verrouillés,
des pages censurées et des portes condamnées. Ce que vous venez d'entendre n'est peut-être pas un simple récit. C'est peut-être un écho, une invitation à continuer de chercher. Merci du fond du cœur pour votre attention, votre curiosité et votre temps. C'est grâce à vous, passionnés de mystère, que cette chaîne continue d'exister et de grandir. Dites-nous en commentaire. Et vous, croyez-vous que le secteur 4 existe vraiment? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes, d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations, et de liker cette vidéo si ce récit vous a fait frissonner. Car ce n'est peut-être que le début. À très bientôt, dans les profondeurs de l'inexplicable.